Or, ce vaccin est inefficace contre le cancer, alors qu'il est vendu en disant ça vous protégera du cancer. 20 ans après sa mise sur le marché, oh, ça n'a pas été démontré, toujours pas démontré. Bonjour docteur Gérard Delépine, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes chirurgien, cancérologue et statisticien. Vous avez écrit un livre qui s'appelle tout simplement Non aux gardes d'asile pour nos collégiens. Alors, les collégiens sont la cible principale, la cible actuelle du gouvernement, mais on pourrait dire non aux gardes d'asile et mettre un point et s'arrêter là, tout court. Un produit très onéreux qui a été lancé en 2006, je crois, on va reparler ensemble, et que vous appelez le vaccin injustifié, un vaccin injustifié, dangereux et hors de prix. Vous êtes vaccinoprodent, vous n'aimez pas les étiquettes et vous avez bien raison, il ne faut pas se laisser enfermer dans les étiquettes. Vous aimez la médecine et la science et la recherche de la vérité. Voilà, la médecine c'est du cas par cas et la vérité, ça demande un débat contradictoire. N'est-ce pas docteur? Je vous laisse la parole. Tout à fait. Oui, je suis obligé de reprendre la parole sur ce sujet, Mmh. dans la mesure où le gouvernement actuellement essaie d'imposer par la peur le vaccin garde asile aux collégiens. Or, ce vaccin est inefficace contre le cancer, alors qu'il est vendu en disant ça vous protégera du cancer. 20 ans après sa mise sur le marché, oh, ça n'a pas été démontré, toujours pas démontré. Alors, c'est un vaccin, c'est pas un produit à ARN comme ils ont sorti pour le Covid. C'est un vrai vaccin fait à partir du virus, Mmh. mais ce vaccin contient actuellement 9 souches. Au début, c'était 4, Gardasil 4, maintenant c'est 9 souches de virus. Mmh. Or, les papillomavirus, il y en a 150 qui infectent l'homme. D'autre part, il n'infecte pas que l'homme, il infecte aussi des animaux, ce qui fait que la propagande disant on va faire disparaître le virus grâce à la vaccination, c'est de la folie mensongère, hein. On ne pourra jamais faire disparaître des HPV de la surface de la Terre et du vagin et du pénis des hommes, hein. Donc Donc, vous conseillez, on va le dire tout de suite, il y aura pas de suspense, vous conseillez le frottis à l'ancienne, le bon vieux frottis? bah, je conseille, moi, ce qui a démontré son efficacité. Or, le frottis est la méthode de prévention du cancer invasif du col qui a démontré partout dans le monde son efficacité quand il a été donné. Dans Mmh. certains pays, il a diminué l'incidence, c'est-à-dire la fréquence pour 100 000 femmes, hein, l'incidence de nouveaux cas de 70%, dans d'autres de 30%. Mais partout où il a été instauré, il a diminué fortement l'incidence du cancer. Et actuellement, la France, qui l'a fait récemment, qui a instauré récemment une prévention par le dépistage, a baissé ou également de plus de 50% son taux de cancer. Donc actuellement en France, le cancer du col n'est pas un problème majeur de santé publique. Vous entendez ça partout. Je veux dire, le ministère de la Santé a encore prétendu que le cancer du col était un cancer, un problème de santé majeur, de santé publique. Je rappelle qu'il y a en gros 3000 cas de cancer du col par an en France, que cela représente 0,6% du nombre de cancers du col. Et que dans la mortalité, c'est 0,6% de la mortalité par cancer. Mmh. Donc vouloir faire peur aux gens en disant ah là là, c'est terrible, non, c'est un mensonge. C'est une peur comme on nous a fait peur pour le garde d'asile, pour le Covid. C'est la même chose. C'est une Donc, peur, lucrative. extrêmement lucrative et c'est la raison pour laquelle il est partout poussé et où les conseillers des responsables, y compris les responsables du président, sont poussés par les laboratoires pour le vendre. Euh, Mmh. Je n'avais jamais vu jusqu'à présent un président qui se faisait le représentant de commerce d'un laboratoire. Eh bien, on l'a eu grâce à M. Macron. Et effectivement, c'est lui qui a dans un. Alors, donc, dans tous les essais qui ont été faits, les essais randomisés, quand on les a mis sur le marché, hein, c'est sur des essais randomisés, ils n'ont simplement pas regardé si ça pouvait diminuer le risque de cancer. Donc, il est vendu actuellement partout dans les écrans, dans les médias, en disant ça va diminuer le risque de cancer, alors que
Aucun essai randomisé n'a étudié cela. Plus exactement, il y en a quelques-uns qui l'ont étudié, en particulier un essai qui a été fait chez les étudiantes universitaires en Suède, et comme par hasard, aucun résultat n'a été donné, alors que ça fait plus de 15 ans qu'il a été commencé, ce qui prouve en réalité qu'il ne marche pas. Parce que le drame de ces essais, c'est que ce sont la propriété du laboratoire qui les font, qui les subventionne. Et si les résultats sont mauvais, ils sont cachés. Donc, Donc en tout cas, affirmer il n'y a pas de résultat officiel d'essai randomisé sur le cancer par le garde-asile. donc c'est grave, hein, parce qu'affirmer que cette vaccination protège est une fraude. C'est un mensonge. Ça protège des infections contenues dans le vaccin. Donc actuellement, ça protège de 9 souches des HPV. Ça, c'est vrai. C'est un vrai vaccin qui est efficace sur l'infection. Mais l'infection, là, dans le cas précis, n'est même pas une maladie, puisque ça ne donne aucun signe. Les gens qui ont du HPV n'ont pas de fièvre, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas d'écoulement. C'est une infection bénigne? Ce n'est pas une maladie. Hein. D'accord. De la même manière, chaque personne a des milliards de staphylocoques blancs sur la peau qui le protègent contre les staphylocoques plus agressifs. De la même manière qu'on a des milliards de germes dans notre intestin qui nous aident à digérer certains aliments pour lesquels nous n'avons pas les enzymes nécessaires, et ces fameuses bactéries qui nous les donnent. Donc, c'est un germe qu'on appelle saprophyte, c'est-à-dire qui vit en bonne intelligence avec l'organisme qui l'héberge. Il porte bien son nom d'ailleurs. Oui, absolument. Il y a un jeu de mots facile à retenir. Donc, aucun essai n'avait étudié que ce soit l'efficacité cancérologique, et depuis, aucune étude sérieuse n'a démontré qu'il était capable de diminuer. Et au contraire, je suis tout à fait affolé, je suis cancérologue. Donc, depuis toujours, je regarde les registres officiels du cancer. En l'Australie, c'était le premier pays qui a instauré la vaccination scolaire en 2007. Et très rapidement, ils ont trouvé que ce n'était pas assez. Donc, scolaire, c'était à 12-13 ans. Ils l'ont élargi jusqu'à 25 ans. Et ça, ils l'ont fait dès 2008-2010. Nous sommes maintenant en 2025, ça fait 15 ans plus tard. Donc, ils l'ont mis jusqu'à 25 ans, ce qui veut dire qu'il y a eu des femmes en Australie qui ont été vaccinées jusqu'à 40 ans, hein, qui ont maintenant 40 ans. Pardon, elles ont été vaccinées jusqu'à 25 ans et elles ont, en 2025, atteint l'âge de 40 ans. C'est intéressant parce que le cancer du col, il survient surtout après 25 ans, naturellement. Donc, et l'âge massif, c'est 30-40 ans, c'est là où on en a le plus. Donc, ce qui est dans le groupe le plus vacciné, en Australie, le nombre de cancers invasifs a augmenté. Le nombre. Alors, là, on voit. Contre-productif, finalement. Alors, je ne dis pas que c'est le vaccin qui a augmenté le cancer, hein, l'incidence du cancer, mais en tout cas, les gens qui prétendent que le vaccin diminue l'incidence sont de gros menteurs, hein, puisque l'incidence a augmenté de 15%. Hein. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à se poser la question de savoir si ce vaccin ne provoque pas certains cancers chez certaines femmes vaccinées? Elle est culottée ma question, mais pourquoi pas? En médecine, on doit se poser toutes les questions. Vous avez raison de poser la question. Je ne sais pas si c'est vrai, mais l'hypothèse n'est pas à exclure d'emblée. On ne peut pas savoir. Oui, c'est une On ne réponse. peut pas savoir tout simplement parce que, en fait, les gens ne l'étudient pas. Ce qui est scandaleux dans toutes ces affaires, c'est qu'il est interdit d'étudier l'évolution du cancer après garde d'asile. Sachez quand même que je fais très soigneusement les recherches, non seulement bibliographiques de tous les articles, mais dans les registres du cancer. Et récemment, j'ai le plus grand mal à trouver le nombre par an. L'évolution annuelle, elle est difficile. Heureusement, je l'avais noté il y a quelques années, donc j'ai les chiffres officiels des gouvernements australiens de 2006, donc juste avant la mise en route de la vaccination. Mais actuellement, je n'arrive pas à la retrouver. Hein. Les informations qui les gênent, ils les font disparaître. C'est absolument épouvantable. Mais enfin, vous avez l'habitude dans plein de sujets. En tout cas, cette courbe, c'est une courbe officielle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, les Australiens sont de gros menteurs. On peut le comprendre. Hein. Un des gens qui a créé le vaccin contre le garde d'asile est un Australien. Donc, ça rapporte effectivement un peu d'argent à l'Australie quand même à les ventes mondiales. Alors, le deuxième pays qui a rendu la vaccination scolaire obligatoire, c'est la Grande-Bretagne. Et on observe exactement le même phénomène.
C'est-à-dire que dans la période en bleu que vous voyez, c'était la période où il y avait seulement le dépistage cytologique du col. Et dans la période en bleu, ça a diminué de 33% l'incidence du cancer du col. Et Le en rouge, dépistage cytologique, c'est le frottis. c'est le frottis et Vous voulez dire? l'examen au microscope de la tête de l'aspect des cellules. D'accord. Et donc, il se trouve que le cancer du col est l'exemple de dépistage qui est efficace. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Et on vous vend toutes sortes de dépistages qui ne servent à rien. Mais le cancer du col, lui, il sert à quelque chose. Il le sert puisqu'il a diminué la fréquence du cancer du col dans tous les pays qui l'ont instauré. Là, en Grande-Bretagne, c'était 33%. Donc, on regarde les cellules et il se trouve que le col, ça commence en surface, le cancer. Il est très superficiel. Il reste superficiel Mmh. pendant plusieurs années, entre 3 et 5 ans, certains prétendent même 10 ans. Et lorsqu'on fait le frottis, on récupère les cellules qui sont en surface. Et on voit qu'elles sont cancéreuses. Dans ce cas-là, on fait une conisation du col, on enlève la partie malade, et donc le cancer ne devient pas invasif, ne pénètre pas à l'intérieur du col, donc il n'est pas dangereux. Donc c'est vraiment la particularité du cancer du col, c'est cette évolution très lentement, très lente, Mmh. en superficie d'abord. Et c'est ça qui permet de rendre un dépistage efficace. Et donc on a la preuve là sur le nombre de cancers qu'avec le dépistage dans la force bleue, on a fait chuter considérablement l'incidence du cancer. Et en rouge, depuis qu'on fait toujours le dépistage, mais en plus le vaccin, vous voyez que ça n'a strictement pas diminué. Je précise aux auditeurs que vous mettez les liens, le https, heu, Absolument. cancerresearchuk.org, donc ça, .org. Il faut bien préciser que, parce que parfois on me dit: «Est-ce que c'est vraiment des courbes réelles? Quelles sont les sources?» Voilà, la source. Donc là, elles sont Tout, notées. absolument. Toutes Mmh. les courbes sont marquées. Il suffit de taper d'ailleurs cancer, cervix cancer research UK. Hein, ce qui compte, c'est cancer research UK. Et là, vous tombez effectivement sur les courbes. Là, vous avez mis la courbe des plus vaccinés. C'est-à-dire sont ceux qui ont entre 25 et 34 ans. C'est à la fois le groupe le plus vacciné, le taux de vaccination atteint à peu près 90%, et en plus, celles qui ont atteint 25 ans, donc qui ont atteint l'âge de début du cancer du col. Parce que vous avez plein d'études, en particulier en Scandinavie, ils ont sorti une étude sur la Suède en disant c'est formidable, depuis la vaccination, les filles ne font pas de cancer. Oui, ils ont fait entre 0 et 30 ans, dans un groupe d'âge où il n'y a pratiquement pas de cancer ou très peu. Hein. Il faut vraiment les faire minimum 25 ans et surtout au-delà, le maximum étant 30-45 ans. C'est là où on a l'âge du cancer vraiment. Et on n'a pas atteint les vaccinés de cet âge pour l'instant, en tout cas en Grande-Bretagne. Donc ce qu'on voit, c'est que dans le groupe le plus vacciné, vous avez l'incidence avec le début de la vaccination et c'est quand même frappant que ça s'est mis à augmenter fortement après la vaccination. Ça pose question pour le moins. Ah, euh, si vous vaccinez vos filles, vous risquez de voir ça, d'augmenter leur risque. J'ai Mmh. pas dit que c'était lié au vaccin, j'en sais rien. Mais en tout cas, les filles anglaises qui ont suivi ce bon argument, vaccinez-vous à l'école, ont eu cette évolution formidable d'augmentation du taux de cancer. En tout cas, elles ont J'espère que des études vont permettre de savoir quelle est la cause réelle de cette affaire. très bien. Je dois d'ailleurs dire que c'est une hypothèse qui n'est pas forcément folle, parce qu'on a vu la même chose avec le premier vaccin anti-cancer qui a été proposé, préventif anti-cancer, qui était le vaccin contre le cancer du foie, hein, le cancer contre l'hépatite B. On a d'abord sorti le vaccin contre l'hépatite B en disant ça vous protégera de l'hépatite B. Bon, il n'y avait pas de gens, ça ne marchait pas, ils n'arrivaient pas à le vendre. Ils ont dit ça vous protégera du cancer du foie. Alors là, les gens se sont intéressés, ils ont acheté le vaccin, ils se sont fait vacciner. Bon, et puis en plus, on l'a rendu obligatoire. Sauf que quand on regarde les chiffres officiels en France et dans tous les pays occidentaux qui ont rendu le vaccin obligatoire, eh bien, depuis, l'incidence du cancer du foie a été multipliée par 3, voire 4 dans certains pays. Donc c'est une catastrophe complète au point de vue cancérologique. Et personne ne s'est intéressé au phénomène. Hein. Là, Vous, actuellement, oui, vous êtes on, statisticien, donc finalement, il n'y a pas d'idéologie dans ce que vous dites. Vous recherchez des faits, vérifiables par des données, tout simplement. ah oui, moi je ne fais aucune hypothèse sur les raisons. Je ne dis pas c'est le vaccin qui a fait ça. Je dis les gens qui sont vaccinés ont subi cette évolution. Et Donc c'est factuel. c'est factuel. Et vous pouvez vérifier les chiffres. Hein. Vous avez
tout ce qui est, c'est vraiment la courbe officielle que vous pouvez vous-même avoir facilement sur Internet, parce que les deux, actuellement, ils acceptent même qu'on leur parle en français. Bon, alors oui, j'ai dit en la Scandinavie, bah, vous avez la même chose en Scandinavie. Hein. Là, c'est la Finlande. Alors la Finlande, là, vous avez le groupe sur la population globale, donc les 0,85 ans. Vous avez la phase en bleu, le dépistage, ça a baissé de manière considérable. Là, c'est passé de 16, l'incidence, à moins de 4. Donc, ça a été divisé par 75%. C'est colossal. Uniquement par, Le le frottis. dépistage cytologique, le frottis. Le frottis, Et exactement. puis en rouge, vous avez la phase où on a instauré le vaccin scolaire. C'est formidable. Là, vous voyez ce que ça donne dans la population, ça a considérablement augmenté. Suivant. Et on va me dire, c'est les femmes non vaccinées qui ont eu l'augmentation. Ben non, c'est pas vrai. C'est à nouveau le 25-34 ans, qui est le groupe le plus vacciné qui est arrivé à l'âge du cancer. Eh bien, on voit que l'incidence a augmenté. En 2006, avant la vaccination, l'incidence était de 6,1 pour 100 000 femmes. Et en 21, dernière année que j'ai pu avoir, parce que ces calculs d'incidence par âge sont toujours très longs, eh bien, on est passé à 10,5. Ça a augmenté de 72% dans le groupe le plus vacciné. Et vous avez les médias qui disent la vaccination va faire disparaître le cancer du col. C'est absolument effroyable. Suivant. C'est une affaire de gros sous. Nous verrons ça après. Norvège. La Norvège, alors là, pareil, là, ils ont été un peu plus modestes. Le dépistage n'a donné qu'une diminution de 40%. Mais vous avez vu, il y a eu la vaccination et crac, ça augmente. Donc, l'incidence a diminué de 40%. Depuis la vaccination, ça augmente. Une fois de plus. Donc, c'est pas. Et là, vous avez à nouveau le groupe le plus vacciné, les 25-34 ans, celles qui sont vaccinées et qui sont arrivées à l'âge du cancer, eh bien, ça a augmenté de 25% dans ce groupe. On a toujours les HTTPS en dessous, hein, je le précise. Donc, c'est vérifiable en ligne sur les oui, sites oui. officiels. Chaque diapositive est avec l'origine. Donc, c'est des faits. Suède. La Suède, oui, c'est pareil. Donc, une fois de plus, on a partout le même phénomène. Dans tous les On a des pays courbes assez semblables qui semblent être corrélées d'une certaine manière. Enfin, qui sont semblables. C'est quand même une grande règle que les mêmes effets, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Exactement. Alors en Suède, on a dans le groupe des 25-34 ans, par contre, l'incidence du cancer n'a pas augmenté, mais elle n'a pas diminué non plus. Alors c'est amusant cette courbe parce qu'on a vu d'abord une grande augmentation dans les années immédiates post-vaccination, puis ça a baissé, mais c'est toujours au niveau de ce que c'était avant la vaccination. C'est toujours pas en dessous du niveau d'avant la vaccination. Alors bon, le Canada, c'est un petit peu pareil, mais là c'est directement ce qu'ils disent, le registre du cancer, du gouvernement du cancer. Ils disent on va ensuite, après 3 décennies de baisse de l'incidence, l'incidence pour le cancer du col augmente de 3,7% par an depuis 2015. Le cancer du col est maintenant celui qui augmente le plus chez les femmes. Cette tendance à l'augmentation a été associée avec une baisse du dépistage cervical. Puisque ce qui est dramatique, oui, dans les causes possibles de l'augmentation du cancer, on peut imaginer peut-être que le vaccin, chez certaines personnes, déclenche, ce qui est vrai lorsque la vaccination est tardive. Hein, parce qu'il faut savoir que dans les essais de départ, où on voulait absolument vacciner tout le monde, ils ont fait un essai randomisé et ils ont après exclu les gens qui avaient plus de 18 ans. Parce que dans le groupe des gens de plus de 18 ans, l'augmentation du cancer a été constatée. Chez les autres, on avait la diminution des précancers et chez les femmes âgées, vaccinées tardivement, on avait une augmentation apparente des précancers. Donc, ils ont éliminé ce groupe. C'est ce que vous, les statisticiens, vous appelez des essais biaisés? Ah, c'est un essai totalement biaisé. Parce que quand on randomise, on n'a pas le droit de toucher au groupe de départ. Oui, c'est logique. Disons truqué, soyons francs, c'est truqué. Oui, voilà, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui vous dérange et que vous le mettez sous le tapis, bon, c'est pas très honnête intellectuellement. Parfaitement malhonnête. Alors, tout ça, c'est d'autant plus frappant que la France, hein, on est partout, on dit que les Françaises sont des catastrophes, elles ne se vaccinent pas, 40-50% de vaccination, les autres, ils sont à 80%. La France est un pays retardataire. Oui, enfin, c'est peut-être vrai sur les ventes.
on est une catastrophe pour le labo on achète beaucoup moins que les autres pays. Mais si on regarde, la seule chose qui intéresse les femmes, c'est quand même leur risque de cancer du col. Vous avez les chiffres officiels là, de l'OMS. En Oui. France, 6 pour 100 000. En Australie, vacciné qui va faire disparaître le cancer, 7,1. En Grande-Bretagne, 9,3. En Suède, 10,4. En Norvège, 12. Alors, est-ce que c'est vraiment ce que veulent nos dirigeants et qui veulent augmenter le cancer du col? Puisque dans tous les pays qui sont très vaccinés, il y a des incidences supérieures. C'est invraisemblable. Ça Alors, pose je rappelle que d'après l'OMS, une incidence de 6 pour 100 000 femmes, pour 100 000, c'est la définition d'une maladie rare. Donc, on retombe sur le début. Le cancer du col n'est pas un problème de santé publique majeur. C'est une maladie rare en France. Donc laisser les jeunes collégiens tranquilles avec ces Ah, les fausses collégiennes d'abord. Alors, quant aux collégiens, on va voir après. Les bien collégiens, sûr, c'est encore plus scandaleux. bien Suivant. sûr. Alors, Alors, dans les hypothèses, il y en a deux. Il y a l'hypothèse de la niche. On fait disparaître 4, puis maintenant 9 souches du virus de l'organisme. Mais on crée une niche pour d'autres souches. La nature a horreur du vide, c'est connu. On sait bien que quand on fait disparaître un prédateur d'une forêt, on a toutes les chevreuils qui font disparaître les arbres parce qu'ils mangent tous les arbres, toutes les petites plantes. Donc, l'effet de niche existe partout dans la vie, et aussi chez l'homme et la femme. Donc, si vous tuez 9 souches, vous en avez 141 qui peuvent remplacer, et on ne peut pas prévoir ce que vont donner ces souches. On n'en sait rien puisqu'elles n'étaient pas en nombre important avant. Donc, on a créé une niche écologique favorable aux autres souches. D'autre part, un des problèmes, un des graves problèmes de la publicité, c'est qu'ils disent vous êtes protégé du cancer. Donc, quand on est protégé, on ne voit vraiment pas pourquoi on irait se faire dépister. Donc, beaucoup de femmes qui sont vaccinées se croient tranquilles et ne sont pas dépistées. Or, le dépistage était la seule chose qui faisait diminuer le cancer du col. Donc, c'est effectivement les deux hypothèses les plus vraisemblables actuelles pour l'augmentation observée après vaccination massive. Alors, comme les laboratoires ont une politique simple, c'est d'augmenter le marché par tous les moyens. Alors, ils avaient essayé de faire croire que leur vaccin permettait de diminuer les cancers de l'utérus, du col, mais malheureusement, les hommes n'ont pas d'utérus, donc on ne pouvait pas leur vendre. C'était insupportable. Donc, pour doubler le marché, il fallait dire que les HPV, le papillomavirus, pouvait créer des cancers chez l'homme. Alors, ils ont trouvé le cancer anal. Ça a été le premier truc. C'était formidable. Sauf qu'il est vraiment exceptionnel. En France, chez l'homme, chez les mâles, il y a 360 cas annuels de cancer anal. Donc, c'est pas, ils ne pouvaient pas dire que c'était un problème majeur de la santé publique. En plus, ils touchent presque exclusivement les hommes homosexuels passifs, et en particulier s'ils sont immunodéprimés et souffrent du sida. Donc, il faut vraiment, c'est un terrain assez particulier et heureusement assez rare. Pour un homme hétérosexuel non immunodéprimé, le risque de cancer anal est presque nul et en tout cas extrêmement inférieur au risque de complications par le vaccin Gardasil. Donc, et en plus, dans les pays où ils ont vacciné les hommes, on va voir. Suivant. Alors, c'est parti. On va voir ça. C'est pas très fameux non plus. Alors, vous avez là l'Australie, les cancers anal, l'incidence des cancers anal chez les filles en bleu clair et chez les garçons en vert. Donc là, les garçons ne sont pas vaccinés, les filles sont vaccinées. Et on voit qu'il y a une augmentation importante du nombre de l'incidence, c'est en incidence, pardon, de l'incidence du cancer anal chez les filles qui ont été vaccinées, alors que ça reste pratiquement stable chez les garçons. Ça pose quand même un problème. On vaccine. Et là, en Grande-Bretagne, même chose, même beaucoup plus nette. En rouge, vous avez les filles qui ont été vaccinées. Vous voyez l'incidence du cancer anal qui a réellement augmenté. Elle a augmenté de plus de 50%. Alors que chez les garçons, dans la même période, elle a augmenté d'un peu plus de 10%. Donc, dire que et là, c'est dans les pays nordiques, là, j'ai regroupé Suède, Scandinavie, Norvège, Danemark, et là, voilà ce qu'on a. Vous avez là aussi, donc Finlande, Norvège, Suède, vous avez les mêmes courbes officielles qui montrent que l'incidence du cancer anal chez les filles qui ont été vaccinées, entre autres, chez les filles, a augmenté considérablement et pas chez les garçons.
Donc, il n'y a vraiment aucun argument pour dire que le garde-asile peut protéger du cancer anal. Et il y a des courbes qui interrogent, est-ce que, au contraire, ça ne le favoriserait pas? Je ne dirais pas le contraire, j'en sais rien, mais en tout cas, ça justifierait des études sérieuses pour Oui. essayer de comprendre. Mmh mh. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi on veut nous vendre absolument le garde-asile. Bien sûr. Bien, le garde-asile, c'est vraiment le pognon de dingue. Une vaccination contre 4 maladies infectieuses habituelles de l'enfant, c'est entre 10 et 20 €, hein, c'est rarement plus. Le garde-asile, ça revient à 500 € par million, par enfant, je veux dire. Un adolescent a besoin officiellement de 3 doses. Chaque dose en France est payée un peu plus de 121 €. Si on tient compte de la consultation du médecin nécessaire, on arrive à 500 € pour une vaccination complète d'un adolescent. 500 €. Si on compte qu'on a entre 700 et 800 000 enfants, je sais bien qu'on a de moins en moins d'enfants en France, mais disons les chiffres des 10 dernières années, c'était de l'ordre de ça, on arrive à 400 millions d'euros par an pour ce vaccin garde-asile. C'est vraiment un pognon de dingue. Quand on pense que l'hôpital est en train de pleurer et qu'on leur fait une rallonge de 100 millions en disant on est très généreux, pourquoi est-ce que certains députés veulent rendre la vaccination par le garde-asile obligatoire, Oui. Bah oui, hein? bonne question. On a la réponse. Je pense qu'on a la réponse suivante. Mmh mh. Alors bon, c'est le coût exorbitant du garde-asile explique sa propagande. Heu, vous voyez, l'Infantrix Tetra, c'est 14 € et là, le garde-asile est remboursé à 65 par la sécurité sociale, hein, plus les consultations. Donc c'est vraiment un coût pour la sécurité sociale tout à fait exorbitant. C'est une captation de l'argent public finalement? Totalement, c'est un détournement, Mmh. d'argent public et après on va vous dire: il y a vraiment plus de sous, on ne peut pas payer les transports en ambulance des malades qui ne peuvent pas marcher», hein. Ni, les remboursements des dents, les lunettes et Et les cetera. lunettes, tiens, la lunette qui avait Rembourse. vous avez promis que les lunettes seraient gratuites, ceux qui en ont besoin le savent, hein. Non, Mais je bon, suis au courant moi aussi. Ça n'est pas gratuit du tout. si, suivant. Et alors effectivement, on peut se poser la question, quand on regarde les obligations vaccinales et l'indice de corruption des pays, hein. C'est là aussi des faits, hein. Oui, L'indice de corruption, c'est pas moi qui le mets, c'est la Transparency International et en bleu, c'est pas moi qui dis quels sont les pays qui ont des obligations vaccinales. Ben, on peut remarquer que ceux qui ont beaucoup d'obligations vaccinales, c'est les bleus et ceux qui ont beaucoup de corruption, c'est les rouges ou les oranges et qu'il y a quand même, c'est vraiment frappant, quoi. La Scandinavie qui n'a pas de corruption, qui est dans le plus bas indice de corruption, eh ben, il est en gris, hein, il n'y a pas de bleu, hein. Et l'Allemagne également, il y a pas, elle n'est pas en bleu et il n'y a pas de corruption au point de la France ou des pays de l'Est. Suivant. il y a une forte corrélation effectivement. Alors, Garde si ce d'asile n'était plus les qu'une effets secondaires. eh oui, s'il n'y avait que le problème de l'argent. Comme médecin, après tout, si, nos décideurs veulent donner de l'argent au laboratoire, pourquoi pas? Hein, enfin, pourquoi pas? C'est quand même nous qui payons les impôts. Mais enfin, mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a aussi des complications. Je veux dire, le garde-asile n'est pas un produit particulièrement dangereux, mais aucun médicament n'est exempt de complications. Or, comme on raconte dans la publicité qu'il y a aucun risque et tout ça, c'est quand même effrayant. Alors, on ne peut pas, en France, on est le pays de Pasteur, donc on n'a pas le droit de critiquer la vaccination, hein, on est des anti-vax, on est des affreux, mais enfin, il y a d'autres pays Ah et oui, ça a été heureusement, sacralisé, hein. Il y a d'autres ah oui, pays. oui, c'est une religion en France, la Mmh. vaccination. Mais il y a d'autres pays qui sont un petit peu plus regardants que nous et dans ces autres pays, on a des refards et puis on a quand même des revues médicales qui, de temps en temps, donnent des complications. Alors parmi les complications rapportées, il y a des épilepsies, des paralysies, des syndromes de Guillain-Barré qui sont des paralysies qui touchent les 4 membres, des comas, des paralysies faciales, hein. On avait vu ça aussi avec le covid, hein, Mmh. un fameux Bidère qui était très beau de sa tête, il a eu sa paralysie faciale après sa vaccination. C'est Ah ouais. pas c'est pas propre au garde d'asile, Non, c'est non, bien sûr. propre à presque tous les vaccins. Les thromboses, des uvéites. Ce qui est un peu plus grave, c'est les chocs anaphylactiques, des allergies. Ça, tout produit peut donner une allergie et bien entendu le garde d'asile aussi. Bien Mais il y sûr. a aussi des décès. Suivant.
On pourrait de toute façon accepter, de prendre ce risque s'il était prouvé qu'il nous protégeait et qu'il était protecteur et que la fameuse balance bénéfice-risque, penchait plus en faveur du mot bénéfice. C'est tout Absolument. simple, il faut C'est rajouter l'attitude ça. du médecin. Mais là, pour l'instant, donc, il n'y a aucun bénéfice et peut-être un bénéfice négatif, donc des Mmh. inconvénients sur le cancer et il y a des complications, ça c'est prouvé. Suivant. Alors oui, c'est pas acceptable quand ça penche, plus vers les risques que vers les bénéfices. Alors effectivement, là, vous avez, les Evans Reported, le VARS, qui est donc, Mmh. le livre américain des complications vaccinales. Et dedans, vous voyez morts et vous voyez plusieurs centaines de morts après vaccination contre le papillomavirus. Plusieurs centaines de morts ont été déclarées. Alors on nous dit: «Oh les Américains, c'est des gens bizarres, c'est pour ça que ça arrive». Bon, enfin, on a quand même eu en France un garçon, donc qui n'avait strictement aucun bénéfice envisageable de ce vaccin, qui est mort après la vaccination garde d'asile à Nantes, hein. Alors, C'est terrible, oui. donc l'ARS, l'Agence régionale de santé, a tout de suite dit: «C'est pas le garde d'asile qui est en cause, c'est pas un défaut de qualité du vaccin». Enfin, si ce gamin n'avait pas été vacciné, il serait pas mort, hein, faut être simple. Mmh. Heu et donc le garde d'asile, ou l'administration du garde d'asile peut tuer. Mais il y a la pharmacovigilance qui est difficile à obtenir, qui permet de le prouver avec des Non, attestations. non, non, pas en France, pas Pas en en France, France. parce que si un médecin essaie de déclarer une complication en disant que c'est lié au vaccin, il va tout de suite avoir l'ARS sur le dos et le conseil de l'ordre. C'est compliqué de faire remonter ses effets. Ah Pour le non, non, c'est Covid, dangereux c'est même dangereux. pour Oui, bien votre sûr, exercice, c'est dangereux. Alors je dois dire d'ailleurs, pour mes confrères là, méfiez-vous beaucoup de vacciner, hein. Parce que c'est vrai que c'est dangereux de dire qu'on a une complication après un vaccin, mais depuis l'arrêté de la Cour européenne de justice, c'est dangereux de donner un vaccin, d'injecter un vaccin en n'ayant pas pris toutes les précautions. bien sûr, Il y a l'arrêt récent de la Cour de justice dit que le médecin est personnellement responsable de tout traitement qu'il donne, même si les autorités disent que c'est sans risque. C'est au médecin seul de juger. D'ailleurs, dans l'affaire de ce pauvre enfant nantais qui est mort après la vaccination, qui c'est qui se retrouve devant le tribunal? Ben, c'est le médecin injecteur. On ne le dit pas du tout. C'est le gouvernement qui a mis en route la vaccination scolaire. Du tout. C'est pas envisagé. La pertinence de la vaccination scolaire n'est pas envisagée. Mais le médecin qui l'a est actuellement effectivement en procès pour mise en danger de la vie d'autrui. donc Donc, chers médecins, n'oubliez pas le principe de précaution, s'il vous plaît, sinon, et c'est vous qui serez en risque. devant la justice, c'est vous qui comparaîtrez et non pas le gouvernement, effectivement, ni le laboratoire d'ailleurs qui, se Absolument. déresponsabilise. Et je sais que pour le Covid, certains arrivent à obtenir des attestations de pharmacovigilance qui prouvent le lien de manière officielle entre le ou les injections, la ou les injections, de ce produit effectivement mais par contre, c'est le parcours du combattant, il faut bien le dire. Mais certains sont C'est prêts à combattre pour faire c'est reconnaître plusieurs années. Oui, oui, c'est plusieurs années. plus ou moins. Suivant. Exactement. Donc on peut mourir du garde asile, il ne faut quand même pas l'oublier. Bon, ça, c'est tout à fait banal, c'est des allergies. C'est Mmh. d'ailleurs, ça a été reconnu très vite, hein. Vous avez là la référence en bas, des premières allergies connues. Les allergies peuvent effectivement, aller jusqu'à la mort, hein, quand même. Suivant. Toute la gamme des réjouissances Alors là, c'est possibles. une atteinte oculaire, une uvite, qui est également une allergie qui touche l'œil. Et l'OMS dit qu'une relation causale est possible, hein. Oui, Donc, donc au moins, on n'est pas totalement exclu. suivant. Bon, ce qui est le plus grave, après la mort, bien sûr. La mort est le premier truc, mais le deuxième, ce sont les maladies démyélisantes. Alors là, vous avez un exemple d'un gamin qui était en parfaite santé avant de se vacciner et qui se retrouve dans une chaise roulante. Et ça a été remarqué très tôt, dans 3 ans après la mise en route du garde d'asile en Australie, on a eu cet article de Sutton, qui est un médecin australien, qui rapportait 5 observations de patients ayant fait des paralysies après garde d'asile. Oui, Donc c'est c'est quand dramatique, même, hein, c'est et vous avez dramatique. donc là aussi la référence, hein, comme d'habitude, c'est pas moi Oui, qui invente c'est fait. abs Suivant. Le Guillain-Barré, ça a été non seulement vu dans plein d'articles, dont là je vous mets une référence, mais il y en a plein d'autres, hein, mais mmh, aussi a été reconnu par l'autorité de santé en France, c'est-à-dire par la sécurité sociale et l'ANSM. Il met un risque augmenté de syndrome de Guillain-Barré après vaccination anti-HPV, a été mis en évidence dans l'étude. Ce résultat paraît robuste.
Alors, il rajoute, il n'est pas très fréquent. C'est vrai, ce ne sont pas des vaccinations particulièrement fréquentes. Mais comme le cancer est excessivement rare, le problème se pose fortement. Suivant. Et le Guillain-Barré, ça donne des vies sacrifiées? Ça donne quoi, ces Bah, complications pour lui, ça donne des concrètement? paralysies qui peuvent toucher n'importe quel membre. Puis Mmh. dans les formes extrêmement graves, ça peut toucher les muscles respiratoires. Et comme dans le cas là où on a, et dans les muscles respiratoires, ça peut entraîner aussi la mort, ou en tout cas la mise sous machine pendant quelque temps, le temps qu'il se réveille. Mais Oui, c'est, ça peut le Guillain-Barré, c'est pas une plaisanterie, hein, loin de là. du tout. Ça peut être fatal. Suivant. Mmh. Bon, en France, on a quand même Marie-Océane Bourguignon, hein, qui a la chance d'avoir des parents qui se battent, etc. Et ça a eu des pertes de la vue, elle pouvait plus marcher, après la paralysie faciale. Je dors tout le temps, je suis fatigué, j'ai des vertiges, la concentration, j'en ai plus du tout, j'ai du mal à marcher, j'ai juste envie qu'on mette au courant les gens. Donc ils se battent. Certains experts ont reconnu la relation de cause à effet entre Mmh. le vaccin et ces paralysies. Oui, C'est toujours en cours parce qu'effectivement, la justice défend absolument la position gouvernementale. évidemment, évidemment. Suivant. Suivant. Bon, et puis alors ça, une complication un peu plus moins fréquente, Rare. qui va être une insuffisance ovarienne prématurée. Donc là, ça a été, là, vous avez aussi la référence, puis Mmh. cette américaine qui se plaint, au lieu d'un enfant, elle a dû adopter un chien. Suivant. C'est le faire avec humour, mais ce n'est pas toujours facile. Oui, vraiment, ça peut être terrible. Le syndrome d'intolérance orthostatique. Alors ça, c'est l'une des ça, c'est pas une complication rare, c'est une complication relativement fréquente, puisque au Danemark, ils ont fait une petite étude rétrospective, ils en ont vu 53 au Danemark, qui est un petit pays quand même, qui a pas des millions de personnes, enfin qui a des millions de personnes, mais pas beaucoup. Et dans ce cas, qui a pas des millions de vaccins. Et ils ont signalé ces incidents à l'Agence européenne du médicament. Et puis quand on regarde ce que dit l'Agence européenne, ils les ont pas notés. Vous avez raison, docteur, ils sont, le Danemark, ils sont 5 800 000. Oui. Non, non, et donc des vaccinés, Oui. ils peuvent pas en avoir beaucoup non plus, hein. Bah oui, nous, on est 67 millions de Français, ils sont à peine 6 millions. Oui, Et effectivement. donc ils avaient décrit, et c'est paru donc, bon là effectivement j'ai pas mis la référence, c'est Nathan. Enfin si vous mettez Asia, sur Ouais. internet, vous êtes sûr d'en trouver partout parce que c'est Mmh. eux qui ont donné l'alerte, mais depuis c'était retrouvé dans plein de pays. Donc, il y a beaucoup d'articles sur ce sujet. Alors c'est pas une maladie, qui mette la vie en jeu, c'est déjà une chance, Mmh. mais à l'intolérance interstatique, vous avez du mal à être debout, quoi. Vous êtes comme un vieux qui perd la boule et qui ne sait plus marcher, hein. Et puis vous avez des douleurs, des maux de tête, des céphalées, des douleurs dans un membre comme une sciatique ou une cervico-brachialgie. Vous avez du mal à penser, à raisonner. Donc, ces complications, malheureusement, sont relativement fréquentes. Bon, en tout cas, beaucoup trop fréquentes pour un vaccin qui ne sert à rien. En plus. Suivant. Bon, alors, on nous dit aussi que ça ne peut pas arriver, mais enfin, là, vous avez, là, c'est une image d'une émission télévisée dans la télévision publique du Danemark, où ils montrent les filles qui ont été victimes du garde d'asile, hein. Ils appellent malades et trahis, hein. Ah Et oui. donc là aussi, on ne les a pas inventées, cette émission de télé, si elles sont apparues. Et d'ailleurs, après cette émission, le garde d'asile n'était plus en odeur de sainteté au Danemark. Mais depuis, la J'imagine. publicité s'en est occupée. Pardon? J'imagine, et je suis très surprise que ça passe dans une télé nationale, Il n'y a dans qu'au Danemark que ça a eu lieu. Mais ah ils oui, sont moins corrompus que nous, hein. oui, oui, c'est Les, ça, les, j'ai bien dit les Scandinaves, c'est dans l'indice de corruption internationale, ils sont exactement. parmi les mieux, hein. Oui, oui, tout à fait, c'est reconnu. Mais depuis, ils ont été soumis à une publicité mensongère de garde d'asile absolument effroyable qui a permis de faire remonter les ventes, hein, heureusement pour le labo. Les Suivant. lobbies sont puissants. Ce document, vous pouvez le retrouver sur Internet, hein. Il y a des gens qui l'ont gardé, donc il est disponible et vous pouvez le voir. Il parle anglais, hein, malheureusement. Suivant. Et puis, vous avez ça, vous avez des vaccinations. Alors, on nous dit, ce sont de sales anti-vax. Ouais, Mmh. c'est difficile de traiter d'antivax des gens qui se sont vaccinés. Oui, Parce que s'ils défilent, c'est parce qu'ils se sont vaccinés, ils y croyaient.
Donc ils étaient pro-vax, un peu comme Ils étaient pro-vax. Marc Ils Doyer étaient pro, du Covid. absolument, absolument. Et oui, Ils étaient pro-vax. ça Et n'a pas commencé. malheureusement, ils ont été trahis, comme disaient les Danois. Alors là, vous avez en Colombie, vous avez en Irlande, hein, en Irlande, 450 filles qui se sont déclarées victimes, oubliées du garde d'asile. Oui, ils ont constaté des effets sur leur corps, en fait. Et oui, Ce sont et des ils ont pensé, constatistes. et oui, absolument. Mmh. Et au Japon, ça a été à un tel degré qu'ils ont, pendant plusieurs années, arrêté de le conseiller, le vaccin garde d'asile. Et là, vous avez aux États-Unis des centaines de jeunes américaines qui sont en justice. Des centaines. Et pendant très longtemps, alors il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, les laboratoires ont obtenu une loi formidable. En fait, c'est la même en France qu'on applique, mais ce n'est pas la loi en France. Aux États-Unis, une loi disant que en cas de complication vaccinale, le laboratoire ne peut pas être attaqué. Crac. Exactement. Par contre, vous pouvez obtenir un dédommagement financier, à condition que vous reconnaissiez que vous n'attaquerez pas le laboratoire. Et oui. Étrange loi et certainement pas juste, hein, les lois Ben, en France, on dit que ça n'existe pas, comme ça on n'a pas. Alors, parce qu'en France, mmh, si une vaccination est obligatoire, ce n'est pas le laboratoire qui paiera, c'est l'État qui a rendu la vaccination obligatoire. Donc on paie le vaccin et en plus on va payer les dégâts du vaccin. C'est quelque chose de formidable. double Euh, peine, hein. Il ne faut pas oublier que les lois injustes existent et ont toujours existé dans exactement. l'histoire. Alors là, aux États-Unis, il y a quand même un petit espoir. C'est Mmh. que c'est Robert Kennedy Jr. Qui est actuellement ministre de la Santé. Et alors lui, il défendait les victimes de vaccins depuis très longtemps et s'opposant à cette loi, hein, qui est maintenant en discussion quand même aux États-Unis, il y a quand même plusieurs députés qui réclament son abrogation quand même. Mais avant cette abrogation, qui j'espère sera bientôt obtenue, il avait dit attention, c'est vrai qu'on ne peut pas accuser les laboratoires des complications de la vaccination. C'est la loi. D'ailleurs, je ne les accuse pas d'avoir été responsables. Je les accuse de ne pas avoir prévenu les malades Mmh. et donc de non, Consentement, non-information. Et là, il y a des lois qui marchent actuellement. le fameux Donc, consentement éclairé, le devoir absolument, de d'information. ne pas avoir respecté le consentement éclairé. Mmh. Le fameux qui est quand même central dans la pratique Vous de la voyez, les médecine. morts. Bon, alors donc, globalement, c'est un vaccin qui ne sert à rien, ou qui est même peut-être douteux au point de vue incidence de cancer, et il y a des risques. Pas Mmh. très fréquents, mais malheureusement des risques vrais qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc la balance avantage-risque est négative. Et quand on a une balance avantage-risque négative, un médecin ne doit pas proposer ce traitement. Ne pas jouer Alors, à la roulette russe. oui, mais c'est la roulette russe où vous n'avez rien à gagner. Oui, c'est ça. Théoriquement, on a une chance de gagner quelque chose si on ne tombe pas sur la balle dans la roulette russe. Mmh. Là, vous Exact. n'avez rien à gagner et vous pouvez perdre parfois beaucoup de choses. Ah oui, donc là, c'est, Alors, très négatif. et là, la seule chose qu'on puisse dire, donc, on ne refuse pas la vaccination anti-HPV parce que c'est un vaccin, Mmh. mais c'est parce qu'elle est dangereuse et parce qu'elle augmente possiblement le cancer du col des gens qui sont vaccinés jusqu'à présent. Et ce sont les statistiques qui le disent et non pas vous. Annonce son effet. Mmh. Alors, malheureusement, il y a quand même plus de 50% des jeunes filles qui ont été vaccinées actuellement. Alors, il ne faut pas paniquer, c'est la Mmh. première chose. N'ayez pas peur. C'est toujours ce que je raconte souvent, n'ayez pas peur, parce que la peur est mauvaise conseillère et qu'elle n'évite absolument pas le danger. Donc, n'ayez pas peur. Car si le vaccin augmente le risque de cancer, je vous rappelle que l'incidence naturelle du cancer en France après le dépistage fait 6 pour 100 000. Donc, si on augmente même de 15% ce risque, ça ne le met qu'à 7 pour 100 000. C'est quand même pas un drame. Mmh. Bon, c'est bête de s'être vacciné pour augmenter son taux, mais ce n'est pas un drame. Deuxièmement, vous disposez du dépistage cytologique. Si vous faites le dépistage cytologique à partir de 25 ans et tous les 3 ans, vous ne mourrez pas d'un cancer du col. Hein. Et quand on Donc, prend de l'âge, il faut le faire plus souvent, je crois. non, 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 Pas plus. non, 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 on ne dit pas plus souvent, pas Tous les vrai. 3 ans, ça suffit. Tous les 3 ans, ça suffit. Donc ça, je le dis aux femmes.
C'est la chose importante qu'il faut dire aux femmes. Faites-vous dépister quand vous atteignez 25 ans. C'est Voilà. pas la peine de le faire avant, hein. J'entends partout des gynécos qui essaient de les faire à 15 à 18 ans, dès que les premiers rapports. C'est parfaitement ridicule. Les Anglais ont proposé le dépistage à partir de 20 ans et ils sont revenus en arrière depuis. Ils ont dit on a de mauvais résultats du dépistage trop précoce parce que on voit des anomalies, parfois on se trompe, on croit que c'est un cancer, on fait des conisations du col qui sont abusives et qui entraînent quand même éventuellement des complications avec de possibles avortements. Bon, donc là aussi, il faut le faire quand c'est nécessaire. Et donc, avant 25 ans, ça ne sert à rien d'après l'expérience anglaise. Et pour Bon, les hommes qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas, hein, de col de l'utérus, il faut pas avoir peur, il faut juste avoir une hygiène correcte et il ne faut pas avoir peur. Le cancer de l'anus se voit chez les homosexuels passifs, hein. Mmh. Il ne faut pas oublier que les deux causes du cancer, c'est le frottement et l'inflammation, hein. Mmh. Donc, effectivement, quand on a une infection, il y a une inflammation qui favorise le cancer. Quand on a des frottements répétés, comme les homosexuels passifs, Mmh. effectivement, ça favorise le cancer. Alors, les homosexuels passifs, effectivement, ont intérêt à se faire dépister par des proctologues, hein. D'accord. Bon, malheureusement, on n'a pas la même efficacité démontrée de ces dépistages. Du point de vue scientifique, c'est de toute manière totalement impossible de le démontrer. Parce que quand une maladie est trop rare, on ne peut pas démontrer qu'on l'a fait diminuer par quelque chose. Ah Vous oui, comprenez? C'est oui. statistiquement non significatif. Oui, Donc, on voilà. peut rien dire. Quant au cancer ORL, hein, parce qu'on essaie de faire peur aux gens, vous faites des cunnilingus aux femmes qui sont pleines de HPV, donc vous pouvez attraper le HPV dans la bouche, donc ça va vous donner le cancer. C'est de la foutaise. Le lien entre HPV et cancer ORL Mmh. est possible, mais absolument pas démontré. Alors la grande vedette américaine qui avait été mise, qui était la vedette américaine, donc qui avait raconté à la télévision que c'est parce qu'il faisait des cunnilingus à ses femmes qu'il avait attrapé le cancer ORL, etc. Ça a été la vedette, hein. Il est paru dans tous les journaux, sur toutes les télés américaines. Mmh. Et même moi, comme membre de l'association clinique de l'oncologie clinique aux États-Unis, on a un congrès annuel qui est le grand congrès de l'ASCO. Eh ben, il a eu une demi-journée consacrée à lui. Il a raconté ça devant tous les cancérologues du monde ébahis. Ah Et oui. puis 2 ans après, il a raconté que finalement, ce n'était pas un cancer OL que j'avais et ça n'avait rien à voir avec le HPV. Il Ça, voulait faire le buzz. je pense qu'il a dû être bien payé, c'est normal, hein, c'est Mmh. une vedette quand même américaine très connue. Bon, Il a pris un petit billet au passage. j'espère pour lui. Alors vraiment, là, il s'est fait avoir bêtement. Je ne crois pas. C'est un Mmh. type intelligent. Il n'est pas forcément honnête, mais en tout cas, il est très intelligent. Donc, je suis sûr qu'il n'a pas dû le faire de manière innocente. Il a peut-être été trompé par ses médecins, hein, qui se sont dit chouette, celui-là, il va nous rendre service. Mais donc, le cancer oral, on ne sait pas du tout s'il rencontre. Il faut bien comprendre qu'il est très difficile de dire qu'un cancer est lié au HPV, dans la mesure où 80 à 90% des gens sexuellement actifs ont du HPV de toute manière. Donc, on trouve un cancer chez eux. Ah, c'est un cancer du HPV. Dans 90% des cas, les gens qui ont ce cancer, ils ont du HPV. Ah oui, c'est de la foutaise pseudo-scientifique, hein. Mais C'est pas, c'est quand facile quelque chose est très fréquent, on a du mal à dire que c'est une cause, à démontrer que c'est la cause de quelque chose. Et puis, si c'était la cause, l'effet devrait être beaucoup plus fréquent, hein. Je rappelle, 6 pour 100 000 cancers de l'utérus pour 90 000 femmes sur 100 000 qui ont du HPV. Pourquoi il y en a 89 984 qui ne font pas de cancer du col, si c'était le HPV qui est le responsable? Non, le cancer du col est comme tous les cancers multifactoriels. Et c'est parfaitement connu depuis très longtemps, depuis qu'on s'intéresse au cancer et aux causes du cancer. C'est pas nouveau. Et si vous regardez les articles des années 50, 60, 70 jusqu'en 2000 Mmh. sur les causes du cancer du col, vous verrez qu'il y en a beaucoup de causes. Et les causes, elles sont démontrées, enfin démontrées, non, elles sont suggérées statistiquement.
on voit qu'elles sont liées à telle et telle fréquence de tel et tel état. Alors, je rappelle ceux qui ont été connus les plus fréquents, c'est le début des rapports sexuels tôt. On commence tôt, plus on a de risques. La muqueuse cervicale serait peut-être plus fragile à un âge jeune. Plus on a de partenaires, plus on a de risques. C'est pas très étonnant. Hein. Plus on a d'infections, plus on a de risques. Plus on a de partenaires, plus on a de risques d'infection. Ça va ensemble. Si on fume, on a des risques de cancer du col. Ça augmente le risque de cancer du col. On avait même démontré à New York, à l'époque où on faisait la cuisine sur feu de bois, que les femmes qui faisaient la cuisine au feu de bois dans leur appartement de New York avaient davantage de risques de faire un cancer du col que celles qui faisaient la cuisine par d'autres moyens. Donc l'infection, et bien entendu le sida. Ouais. Et le sida augmente considérablement le risque de faire un cancer du col. Parce que plus d'immunité finalement. Ben, bien entendu. Il faut comprendre que toute personne vivante fait des cancers toute sa vie. On fait des cancers sans le savoir. Et puis, il y a 3 hypothèses. Ou l'immunité est suffisante, elle liquide le petit cancer qui était apparu, ou l'immunité est efficace mais pas assez, et le cancer reste latent toute la vie. C'est le cas d'un grand nombre de cancers de la prostate qu'il ne faut pas traiter parce qu'ils sont non évolutifs. Et puis, dans les plus mauvais cas, excusez-moi, oui. Dans les plus mauvais cas, ces cancers évoluent parce que l'immunité est trop basse. Et c'est le cas effectivement du sida qui favorise grandement le cancer du col et qui est responsable, le sida, de la plupart des morts par cancer du col. C'est avant tout les gens qui ont le sida. C'est la raison pour laquelle la grande mortalité du cancer du col, actuellement, c'est dans les pays d'Afrique et d'Asie touchés par le sida. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est le dépistage, et puis effectivement prendre des précautions, hein, prendre des précautions plastiques, hein, prendre des condoms, désolé. Préservatifs. Préservatifs. Éventuellement, il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon. Et je dois dire que c'est très important de mettre des préservatifs actuellement, hein, parce on remarque en Europe actuellement une augmentation de la syphilis, de la blénorragie et des mycoses génitales. Et ça, c'est depuis que malheureusement, on a un traitement pour le sida qui permet de stabiliser le sida, et beaucoup des gens n'ayant plus peur du sida ne mettent pas de préservatif. Ça, c'est une erreur grave qui se marque actuellement par la réapparition de maladies qu'on avait fait disparaître. Hein. La syphilis, avec la pénicilline et le préservatif, avait disparu de l'Europe. Et bien sûr, et docteur, en dehors d'essayer de renforcer son immunité, ce qui est quand même la base pour affronter le monde et les maladies en général, est-ce que dans le cas du HPV, une bonne hygiène peut aider, un tant soit peu, ou pas, les gens à passer à travers? Une bonne hygiène est toujours nécessaire si ça ne fait pas passer à côté du HPV, parce que vous aurez le HPV. Alors, le fait de vaccinez-vous pour ne pas contaminer votre copine, c'est un scandale. Un traitement doit toujours être donné dans l'intérêt de celui qui le reçoit, jamais pour les autres. Hein. Oui. Et de toute manière, votre copine, si vous ne lui passez pas le HPV, elle l'a peut-être déjà. Hein. On ne peut pas y échapper. Parce qu'il n'y a pas que la pénétration qui transmet le HPV. Le simple frottement suffit, hein, manuel, cutané. D'ailleurs, il y a une étude en Australie que je ne vais pas citer, mais qui montrait que 40% des vierges étaient HPV positives. Ah oui, donc c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Je n'ai pas dit que ça n'avait rien à voir, pas du tout. On sait que le HPV est transmis préférentiellement par les rapports sexuels. Oui. Mais ce n'est pas sa seule voie de transmission. C'est ça, oui, nuance. Exactement, donc ça le prouve effectivement. Je rappelle, donc votre livre, on peut le commander où? Honnêtement, j'en sais rien. Attendez, j'en sais rien. Il est chez Marco Pieter Éditions. Ah oui, alors oui, parce que chez Marco Pieter, effectivement. Exactement. Je mettrai les liens utiles dans le descriptif. Et je rappelle que vous avez consacré votre carrière à développer des techniques de chirurgie conservatrice pour sauver les membres des enfants et des adultes. Ah oui, c'est ce qui m'a fait. Vous avez fait ça avec votre femme Nicole de Lépine, le docteur de Lépine. Moi j'ai évité l'amputation, elle évitait la mort. Et ben, c'est pas mal comme programme, c'est plutôt pour le vivant, c'est bien. Et vous battez depuis plus de 40 ans pour améliorer la prise en charge des malades du cancer
et informer la population sur l'état actuel de la science médicale en général qui est, attaquée par les lobbies, on va dire. Ah, elle est corrompue, elle est actuellement corrompue et malheureusement, c'est notre grande tristesse. On a connu une époque où la médecine il y avait des corrompus en médecine, mais ils étaient montrés du doigt et maintenant, c'est eux qui tiennent le pouvoir. Et qui passe à la C'est télé parfois. malheureusement, oui et contrairement à la loi, parce qu'ils donnent pas heu leur lien d'intérêt avec les laboratoires, jamais. Ah, je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec J'allais aucun laboratoire. j'allais vous poser la question, ni vous ni votre femme, madame, docteur Absolument. Lépine, les 2 Lépine n'ont pas de lien ni de conflit d'intérêts? On n'est pas de lien d'intérêt, on ne fait pas partie, d'organismes anti-vaccins, anti, quelque chose, hein. Nous sommes des solitaires, désireux d'être libres Et et d'être défendons indépendants. partout les libertés. Notre seul but, c'est la liberté et comme médecin, sauver les vies. Sauver les vies. Un grand merci, à vous, docteur, Gérard Delépine, pour, cet entretien et puis avec, des sources, l'entretien sourcé, voilà, sur le garde-asile. Bah, je ne peux faire que demander aux gens, s'ils ont un doute, qu'ils vérifient tout ce que j'ai dit. C'est facile à vérifier, il suffit d'avoir internet et de taper la zone et verront que tout apparaît. Ce ne sont pas des élucubrations, c'est la constatation de faits qui existent, qui sont reconnus par les organismes officiels, mais qui sont cachés par tous les médias. Très bien. Un grand merci, docteur. Je vous en prie. Merci à vous. À bientôt.